15 septembre 2008, Lehman Brothers faisait faillite. Ce jour bouleversa l'équilibre financier mondial en plongeant l'intégralité des économies européennes et des économies développées et émergentes dans une crise financière sans précédent dont nous ressentons encore aujourd'hui les effets. 15 septembre 2008. Cette date marqua notre histoire moderne d'une marque indélébile puisqu'elle consacra la faillite de l'une des plus anciennes institutions financières internationales, Lehman Brothers, qui s'effondrait tel un vulgaire château de cartes. 15 septembre 2008. Ce jour-là eut l'effet d'un véritable raz-de-marée dans la vie de plus d'une vingtaine de milliers de personnes qui perdirent tout ce jour-là, y compris moi-même. Comme les hommes et les femmes que vous venez de voir sur cette vidéo, ce jour-là, je rentrais également chez moi avec comme seul bagage des cartons dans lesquels j'enfermais des années de travail acharné, mais surtout mes rêves, mes aspirations, mes certitudes de l'époque. Ce jour-là, mon monde s'effondra, je perdais mes repères. Presque 8 ans, jour pour jour, je suis aujourd'hui devant vous. Je suis directrice d'investissement dans un fonds de capital investissement à capitaux internationaux et dédié au financement des champions nationaux et au développement économique du continent. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire que c'est possible et que nous sommes à la mesure de notre potentiel. S'il y a une seule chose que vous devez retenir dans mon intervention, c'est que nous avons tous en nous le pouvoir de réaliser nos rêves, de réaliser nos aspirations, pour peu que nous y croyions au plus profond de nous-mêmes. Qui suis-je ? Je suis une fille du pays, je suis née ici en Côte d'Ivoire. Comme certains d'entre vous, j'ai fait mes études à Abidjan. Tout commença par les études primaires. C'était assez simple puisqu'à cette époque, au fond, tout ce qu'on me demandait, c'était d'avoir de bonnes notes, de bien travailler, d'être une bonne élève et d'exceller en tout point dans tout ce que je faisais. Donc il ne pouvait pas y avoir plus clair quelque part comme feuille de route. Puis arriva le moment des études secondaires. Et là, je commençais à me demander ce que je voulais faire quand je serais grande. Parmi mes métiers, bien sûr, pharmacienne, comme ma mère. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque celle-ci me répondit « Mais enfin, es-tu sûre que tu veux passer ta vie entière assise derrière le même comptoir, à servir les mêmes médicaments aux mêmes clients ? Je suis sûre que tu peux trouver beaucoup plus passionnant. » La passion. Être passionné par quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire ? Il fallait que je trouve un sujet, un thème, une vocation qui puisse me passionner et que j'en puisse faire un jour mon métier. Je vous parle d'une époque où la Côte d'Ivoire était en proie à ses premières difficultés économiques, d'une époque où finalement le miracle ivoirien était relégué à un stade de mythe et où, je vais prendre un micro, ça sera beaucoup plus simple. Je prends un micro, pardon. Merci. Je disais donc, je vous parle d'une époque où finalement la Côte d'Ivoire était à la fin de son envolée et de son miracle économique ivoirien, et où le thème des éléphants blancs d'Afrique était celui qui était utilisé dans les sphères internationales pour décrire et montrer du doigt notre déclin et celui de l'intégralité du continent. Puis vient, malheureusement, le premier coup d'État. Et c'est à ce moment particulier que, comme dans un sentiment de vengeance, j'ai décidé, sans nécessairement savoir comment, que j'allais contribuer au repositionnement de mon pays sur la sphère économique internationale et que j'allais contribuer, moi, au développement économique de mon continent. J'avais 18 ans. Sans savoir vraiment comment le faire, le bac en poche, et vu que je ne savais pas quels étaient les moyens d'arriver à cette grande ambition, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure des grandes écoles de commerce en passant par une classe préparatoire. Et c'est là que commença le début des grandes difficultés. Il n'y avait plus de parents, l'isolement, l'éloignement, le travail acharné encore et toujours travailler, mais ça n'avait en fait jamais de fin. Et vu qu'en fait on m'avait appris que dans toute chose que je fasse, il fallait que je prenne mes responsabilités, un soir, fatiguée de travailler, fatiguée de bachoter, je décida de prendre mon courage à deux mains et d'appeler ma mère pour lui dire que j'avais bien réfléchi et que j'avais mûrement réfléchi et que je décidais de rentrer en Côte d'Ivoire et d'arrêter la prépa. Aucun problème, ma fille. Le pays peut offrir beaucoup d'opportunités à des jeunes sans diplôme comme toi.
Tu peux être technicienne de surface sur la voie publique. Tu peux vendre toutes sortes de produits au bord de la route. Tu peux même pas être coiffeuse ni esthéticienne parce qu'il te faut un diplôme. Et surtout, hors de question que tu sois caissière dans ma pharmacie parce que déjà c'est le seul poste que je peux t'offrir sans diplôme. Et puis j'ai jamais pris personne par piston et il n'y a aucune raison que je commence par toi. Mais bon, vu que tu as vraiment réfléchi ta décision, tu es la bienvenue. Et là, je me suis dit que ce serait, vu ces perspectives, ce serait beaucoup plus simple pour moi de rester dans ma chambre enfermée, continuer de bachoter mes théories économiques pour passer le concours des grandes écoles de commerce, plutôt que de rentrer au pays et reprendre ses paris de toutes ces belles perspectives et opportunités. Et donc, c'est ainsi qu'après 2 années de travail acharné, je passe le concours des grandes écoles de commerce. Et là, premier drame de ma vie, je n'ai pas HEC. Pire, je n'ai pas la 2e meilleure école de commerce non plus. Je n'ai pas la 3e meilleure école de commerce non plus. Je n'ai que la 4e, l'EM Lyon. Le drame de ma vie. Et là, soit dit en passant, heureusement que j'ai eu cette école parce que c'est là que j'ai pu rencontrer mon mari qui lui était ravi d'avoir l'EM Lyon. HEC, c'était pas son problème. Et honnêtement, la vie était très belle à Lyon, donc pourquoi demander tant qu'on te peut avoir si peu? Très bien, à chacun son bonheur en fait. Et donc, je décida qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je n'ai pas eu la meilleure école de commerce, mais j'ai décidé que j'allais avoir le parcours des meilleurs étudiants et celui de ceux d'HEC. Je vous parle des années 2000, c'est le sacre de la finance internationale, des introductions en bourse, des fusions-acquisitions, c'est le sacre des banques d'affaires. Et donc moi, je décidais que j'allais réussir à intégrer l'une des meilleures, plus grandes banques d'affaires de la scène internationale. À cette époque-là, il y en avait 4 qui faisaient rêver, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley. Soit dit en passant, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 qui ont survécu la crise. Et donc, après un processus de sélection très compétitif, c'est ainsi que j'intègre en juin 2006 Lehman Brothers, donc ce département fusion-acquisition à Londres, avant même d'avoir fini mes études et d'obtenir mon diplôme. J'avais à peine 23 ans. L'équipe que je rejoignais à l'époque était l'une des plus performantes de la scène financière internationale puisqu'elle réalisait 40% du volume des plus grosses transactions en matière de fusion-acquisition de l'époque. Quelle ne fut pas ma fierté lorsque je pus les rejoindre et quelle ne fut pas ma fierté de pouvoir travailler avec elles. Ce fut un environnement très dur où régnait le culte de l'absolue excellence, de la quête infinie de perfection, du travail acharné, du dépassement de soi. Nous n'avions pas le droit à l'erreur et nous travaillions en moyenne de 8h à 3h du matin tous les jours. Ceux qui se trompaient pour rentrer chez eux à 23h se retrouvaient tellement surchargés de travail le lendemain qu'ils ne faisaient plus jamais cette erreur. C'était ça le monde de la banque d'affaires, une machine impitoyable qui nous transformait en automates. Nous ne réfléchissions plus, nous étions uniquement centrés sur cette caisse de perfection. Et nous ne pensions plus individuellement, mais collectivement. Mais qu'au fond, nous étions les meilleurs, rien ne pouvait nous arrêter, rien ne pouvait nous détruire, et nous commencions à prendre des risques démesurés. Jusqu'à cet été 2007, où arriva le premier retournement de conjoncture et la crise des subprimes. Nous refusions d'entendre les premiers signes d'alerte et les personnes qui essayaient de nous alarmer sur justement ce retournement de conjoncture et cette existence d'une dette incommensurable au niveau des subprimes. Des personnes-là qui essayaient de nous alerter se retrouvaient reléguées à leur grade de pauvre et un culte de la finance internationale qui ne pouvaient pas comprendre le monde dans lequel nous vivions et qui ne pouvaient qu'envier cette espèce de cage dorée indestructible dans laquelle nous évoluions. Indestructible jusqu'à ce vendredi 12 septembre 2008, soit 3 jours avant la faillite. Ce jour-là, les personnes que j'avais finalement instituées en modèle de réussite, de succès, ces banquiers d'affaires qui faisaient la pluie et le beau temps au sein de la place financière internationale de Londres, ces requins, comme on les appelait, s'effondraient sous mes yeux, parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient tout perdu, leur passé, leur présent, leur futur, leurs économies, peut-être même leur raison d'être. Je me souviendrai toujours de l'un de mes directeurs, qui était le plus performant en fait, de notre banque, qui nous a tous appelés dans son bureau, qui a sorti une bouteille de tequila et qui nous a dit « Les enfants, buvons, c'est la fin, buvons à notre succès ». Et là,
lorsque je le regardais s'effondrer et noyer son chagrin et sa pauvre tristesse dans une pauvre petite bouteille de tequila, je me rendais compte que ce que j'avais institué en modèle de réussite, ce qui pour moi était finalement le Graal du Graal du Graal, c'est ce navire insubmersible dans lequel nous avions tous évolué pendant toutes ces années, était en train de couler comme un vulgaire Titanic et que moi, je coulais avec lui. 15 septembre 2008. Mon monde s'effondre. Que vais-je devenir? La Golden Girl n'est plus, Lehman Brothers n'est plus. Je n'ai plus de raison d'être. Et donc là commence une violente période d'introspection, de remise en question. Au fond, qu'est-ce que je voulais vraiment être? Quels étaient mes rêves? Quelles étaient mes aspirations? Que suis-je devenue? Et suis-je fière de ce que je suis devenue? Et là, j'entendis la petite fille qui avait grandi au bord de la lagune ébriée et à qui ses parents avaient toujours dit « Quel que soit ce que tu fais, il faut que tu le fasses avec passion parce que c'est la passion qui déterminera ton succès. » Me souffler à l'oreille « Tu nous as oubliés, tu m'as oublié, tu t'es oublié. » Et là, j'ai décidé, plutôt que de baisser les bras et de succomber face à cet échec, de prendre mon courage à deux mains et de faire de cet échec les moteurs de mon second succès, en tout cas les moteurs d'une seconde réussite. Et donc j'ai décidé de renouer avec ma vocation première, qui était celle de contribuer au développement économique de mon pays, au fond. C'était ça la vocation première. Et donc j'ai identifié les principales institutions qui étaient très actives dans le financement du secteur privé sur le continent africain. Et c'est comme ça que je suis allée taper à la porte de Proparco, filiale de l'Agence française de développement et entité qui est la plus active dans le financement du secteur privé en Afrique francophone. Je leur ai raconté mon histoire et je leur ai dit « Vous avez pour ambition de développer le continent. J'ai pour vocation et ambition de participer à l'envol de mon continent. Prenez-moi parce que vous ne trouverez pas mieux motivé que moi pour remplir cette mission. » Et c'est comme ça que j'ai intégré les équipes banques et marchés financiers de Proparco. Et ça a été une révélation, ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie parce que je redécouvrais non seulement mon africanité, mais je parcourais le continent du nord au sud. Et l'Afrique, entre les opportunités, les entrepreneurs de la jeune Afrique et les institutions financières de la vieille Europe. Et c'est ce que j'ai fait. Et de rencontre en rencontre, j'ai décidé d'accepter donc la proposition de la direction générale de Proparco qui partait pour fonder Amétis Finance. Et donc aujourd'hui, je suis directrice dans ce fonds et je peux dire que oui, j'ai réalisé mon rêve puisque j'ai contribué sur ces 8 dernières années au financement de plus d'une vingtaine d'entrepreneurs, de plus d'une vingtaine de sociétés financières et d'entreprises pour des montants globaux de plus d'une centaine de millions de dollars. Voilà, mon rêve, je l'ai réalisé. Et vous, il est bien vrai que c'était pas du tout, c'est pas aussi glorieux que la banque d'affaires, mais la Golden Girl se retrouve beaucoup plus à l'aise dans son pays, ici, en Côte d'Ivoire, où j'ai même contribué également à créer un fonds d'investissement incorporé ici, en Côte d'Ivoire, et dédié à drainer l'épargne locale pour la réinvestir dans le tissu économique du pays, de l'intégralité de la zone UEMOA. C'était ça ma vocation, enfin j'ai réussi. Et vous, quelles sont vos ambitions, quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations? Parce que voyez-vous, nous aurons tous des craintes, des doutes, des peurs qui nous empêcheront d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Comme disait Nelson Mandela, « It always seems impossible until it's done ». Cela nous paraîtra toujours impossible jusqu'à ce que nous le fassions. Et c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Au fond, nous avons tous en nous un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Nous avons tous en nous des rêves qui demandent à être réalisés. L'envolée des Lucioles. Lorsque les organisateurs des TEDx m'ont demandé de participer à cette édition, je me suis interrogée sur le thème et sur son sens. C'est vrai que c'est très beau un vol de Lucioles.
Ça symbolise le succès, la consécration, la réussite. Mais attention, les lucioles meurent après leur envol. Donc que suis-je venu vous dire ? Opiniâtreté, à devenir les papillons qui porteront l'envol de notre continent de demain. Réalisez vos rêves, réalisez vos aspirations. Soyons la 4e génération que le monde attend tous pour porter l'envol et le développement économique de notre continent. Soyez le changement que vous voulez voir pour le monde, pour notre continent et par notre continent. Yes, we can.